Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h Greenwich Mean Time. L'un est secrétaire général à la présidence de la République et l'autre ministre de la Justice, garde des Sceaux. Comme dénominateur commun, ils sont tous les deux ministres d'État. En date du 6 avril 2021, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, adresse une correspondance au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, répercutant ainsi les hautes directives du chef de l'État, lui prescrivant d'ouvrir une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation financière révélés au terme de l'audit des fonds affectés à la lutte contre le coronavirus. La correspondance du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, indiquait également qu'une thermoscopie du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême relatif à cet audit était jointe à cette correspondance. Coup de théâtre, le 22 avril 2021, c'est au tour du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'adresser au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, une autre correspondance. Le ministre d'État, Laurent Esso, dit ceci, je le cite, « Bien vouloir me faire parvenir les pièces d'investigation de la haute juridiction non jointes à votre correspondance, suivisez, fin de citation, 2 documents officiels en circulation et abondamment relayés dans les réseaux sociaux appellent forcément à s'interroger. Comment comprendre que 2 membres d'un même gouvernement se parlent de manière épistolaire? Ces 2 sorties ne viennent-elles pas remettre au goût du jour le sempiternel débat sur l'absence de cohésion gouvernementale, la disparition de l'organe Conseil des ministres, des usages, n'est-elle pas à l'origine de telles empoignades publiques par correspondance interposée? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, je vous reviens pour le débrief du journal. Échange épistolaire entre membres du gouvernement, signe d'un profond malaise, c'est une interrogation, vous pouvez le voir à l'antenne. Pour en parler, pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Charles Elisan. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Voilà. Merci. Charles Elisan, toujours dans la deuxième, c'est ça? Toujours, non, toujours. On n'a pas encore lancé les nouveaux organes de base. Je suis militant dans la deuxième, je continue à être président de section OJ, en attendant qu'il y ait renouvellement des organes de base, comme nous attendons vraiment. Également à la mairie de ville. Conseil municipal d'abord, dans la deuxième, et mes collègues conseillers municipaux ont posé leur dévolu sur moi, et 9 autres. Nous serons les 10 qui allons représenter la mairie de la deuxième au niveau la grande mairie, qu'on appelle les conseillers de ville-maire. Le nom générique, c'est conseiller, c'est grand conseiller. Okay. Il n'y a pas ça, pas petit conseiller, pas grand, mais grand parce qu'on veut distinguer celui de l'arrondissement et celui de la mairie de la ville. Ok. Bonsoir, Charles Dicam. Bonsoir Serge-Alain Autou, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox TV et bonsoir à mes copanélistes. Voilà, Charles Dicam, vous connaissez, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Tout à fait. Voilà. Docteur Luisin Issomba, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain Autou, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer ici en Hongrie les autres companélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne sur un sujet aussi important qui touche à l'exercice du pouvoir au Cameroun. Donc je salue également mes nombreux fan-clubs disséminés d'ici et comme ailleurs. Ok, merci. C'est moi. À côté de vous, Maître Nguefa. Bonsoir, Maître. Serge-Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'ai dit courage aux familles de mes 2 amis qui sont décédés, mes promotionnaires de faculté, mes promotionnaires au barreau. Bissaï, il est mort, nous allons lever son corps demain. Oumarou, il est aussi mort, nous allons lever son corps la semaine prochaine. Ok. Voilà, Maître Nguefa, vous l'avez dit,
première vue, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, ces échanges épistolaires, comme c'est indiqué? Prima facie, Oui. ça ne pose aucun problème. Oui. C'est un gouvernement qui se déploie. Mais lorsque vous lisez entre les lignes, vous comprenez que ces échanges épistolaires trahissent ce que le RDPC déclame toujours, la séparation des pouvoirs. Ces correspondances démontrent qu'au Cameroun, il n'y a qu'un seul pouvoir, celui détenu par le président de la République. Parce que voici comment ces correspondances démontrent que la loi est violée. La Chambre des comptes, lorsqu'elle rend son rapport, la loi dit que s'il y a infraction, le rapport est transmis à monsieur le procureur général près la Cour suprême pour action. Alors, qui est le président de la République en lieu et place de monsieur le procureur général près la Cour suprême? Vous voyez que on vous dit sur haute instruction du président de la République, c'est-à-dire le président choisit qui il va poursuivre. Il se couche ainsi sur la loi qui dit entre la Chambre des comptes et le procureur général, il doit avoir une synergie pour qu'on soit dans une république exemplaire en construction. Donc voilà le maître mot. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Et le pouvoir, c'est lui. Le pouvoir, c'est M. Paul Biya. Le pouvoir, c'est le président de la République. Les autres ne sont que des bras séculaires qui essayent de faire ce qu'ils peuvent faire pour l'aider à envoyer en prison qui il veut, quand il veut et comme il veut. Ces correspondances donc trahissent la fragilité, la fébrilité de ceux qui reçoivent ces ordres. Vous voyez, le ministre de la Justice a peur de s'aventurer et de dire au procureur général, la loi dit que c'est toi qui dois me transmettre. Quand bien même il est le ministre de la Justice, il ne peut pas lui dire. Alors que la loi lui dit, voilà l'homme par qui tu dois communiquer. Il ne dit rien, il ne demande rien au procureur général, mais il retourne voir le secrétaire général pour lui dire, est-ce que le grand Manitou, il sera d'accord que le rapport là soit épluché? S'il est d'accord, toi me récupères et tu me remets, au lieu de prendre chez le procureur général pour que tout soit dit. Voyez-vous, ce qui est sûr, c'est que dans la décision du président de la République de choisir qui on doit juger, le rapport sera biaisé. On ne poursuivra pas ce que tout le monde. On ne poursuivra pas tout le monde. Comment vous le savez, maître? Mais vous qui êtes journaliste, est-ce que vous avez mis la main sur une copie de ce rapport de la Chambre des comptes? Pas encore. Pas encore. Alors, le ministre de la Justice, propriétaire de la justice, c'est-à-dire que la Chambre des comptes est une des chambres de sa maison. Lui, propriétaire de ce dossier, il n'a pas une copie, ne serait-ce qu'original. Il doit attendre la copie qui vient de l'antichambre du président de la République. C'est-à-dire qui rend la vraie copie. Or, tout le monde connaît la jurisprudence sur la copie au Cameroun. La copie n'est que le reflet de celui qu'il veut présenter. La copie n'est jamais l'original. C'est ça le problème. Et Charles, lisant sur ces développements de Maître Nguefa, mais je crois quand même, lorsqu'on parcourt cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général, il dit bien qu'il, en vous faisant tenir 6 juin thermoscopie du rapport. Mais comment comprendre que le ministre d'État Laurent Isso lui dit que l'élément manque? Qu'est-ce qui s'est passé selon entre les deux? La première chose que je vais dire, c'est que, permettez-moi de dire à Maître Nguefa que je ne sais pas comment, par quelle pirouette il a fait apparaître le RDPC dans cette histoire. Je ne sais pas comment il a fait pour que le RDPC se retrouve dans une conversation administrative entre le secrétaire général à la présidence de la République et le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et au milieu, la Chambre des comptes. Je ne sais pas comment il a fait pour que le RDPC apparaisse là. Bon, soit. Je peux le comprendre. Deuxième chose, je voudrais lui faire comprendre que la lecture administrative des documents, il faut généralement éviter d'y mettre les organes. Il ne faut pas toujours lire au premier degré. Il faut savoir lire de manière transversale entre les lignes. Quand le ministre d'État, ministre de la Justice, demande au secrétaire général de lui procurer la note avec thermoscopie, donc en fait il demande la souche. Et quand on vient à la télé... Il dit les pièces d'investigation de la haute juridiction. Tout à fait. Il demande la souche. Oui. Évitons de plonger tous les nombreux spectateurs qui nous suivent. Il n'y a pas que les étudiants de la fac de droit qui nous suivent ici. Il faut qu'on fasse comprendre à la maman de Chernobyl que le ministre Laurent Isso demande à son collègue, entre guillemets,
Encore que je ne suis pas d'accord avec Maître Augustin Gueffa qui pense que Ferdinand Ngongo serait membre du gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec lui. Le secrétaire général président n'est pas membre du gouvernement. Ça, il faut qu'on soit clair. Maintenant, je voudrais lui faire comprendre que le ministre d'État, secrétaire général président, le ministre d'État, Laurent Esso, garde des Sceaux, demande tout simplement la souche du rapport de la haute juridiction. Maintenant, dans le démêlé qu'il a voulu nous faire comprendre, c'est-à-dire que le grand Manitou, entre guillemets, c'est-à-dire le président de la République, serait celui qui détient le pouvoir, je voulais lui faire comprendre que pour poursuivre tout membre du gouvernement ou toute personne investie du pouvoir nominatif du président de la République, il faut bien que son mandat soit levé. En clair, pour poursuivre un ministre, pour poursuivre un DG, il faudrait d'abord qu'on le démette de ses fonctions. Donc vous savez déjà qui est concerné par cette note, auteur, je suis en train de répondre à Maître Nguefa. Oui. Parce qu'il a fait un jet comme ça qui peut sembler troubler les uns les autres. Je voudrais le faire comprendre. Donc, en ce qui me concerne, la haute cour a fait son travail et rien ici ne nous fait comprendre. J'aurais aimé que lui, qui est un excellent avocat et qui arpente les milieux de ces grands palais de justice, pouvait nous dire est-ce que le rapport de la Chambre des comptes a été remis au procureur et que le procureur est en train de s'apprêter pour lancer les investigations, les arrestations ou les, je ne sais pas comment on appelle ça chez eux, les convocations. Il aurait dû nous le dire, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, cette chambre a fait son travail. Cette chambre a remis son rapport d'abord à celui qui l'a commandité. Ils sont deux. Un, le FMI. C'est-à-dire le bailleur de fonds, dans la signature des contrats de concession entre l'État du Cameroun et le bailleur de fonds, il est clairement dit que tout agent qui sortira du FMI dans la lutte contre le coronavirus devrait faire l'objet d'un audit. Et l'audit n'est pas fait par une structure étatique parce que l'État du Cameroun avait choisi le CONSUPE et le FMI a dit non, on veut plutôt un audit judiciaire. C'est pourquoi la Chambre des comptes s'y est mise. Donc le rapport est arrivé au FMI. Deuxième personne à laquelle le rapport doit être remis quand même, c'est le président de la République. Si vous refusez que le président de la République reçoive le rapport de la Chambre des comptes, il y a un problème. Sauf si vous lui refusez, comme une fois de plus, sa casquette de président de la République. Troisième chose, c'est le président de la République, avec grand prof, peut-être plus tard, avec l'avènement du TCS, qui lance tout ce qu'il y a comme investigation au niveau des hauts commis de l'État. Donc, c'est aussi simple que cela. Maintenant, il y a un nouvel acteur qui est arrivé dans le monde de la communication qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous avez les agents, les collaborateurs des différents grands types de la République qui passe le temps à filmer les documents et à envoyer. Ça fait tout ce que ça crée, mais ça n'enlève en rien, depuis Mathusalem, les relations entre individus existent. Je ne voudrais pas qu'on singularise humainement les institutions. Il s'agit de deux institutions qui se sont partagées du courrier et ça arrive et c'est le monde ainsi fait et c'est comme ça que le monde sera. Charles Ndika, vous brûlez d'envie, allez-y. Oui, je brûle d'envie puisque ce soir nous avons décidé d'être didactiques. Oui. Je voudrais répondre à ces nombreux téléspectateurs qui vont se poser la même question que M. Charles Élisang. Si cette confusion est faite entre le RDPC et le président de la République, c'est bien parce qu'au Cameroun, nous avons un parti-État. Il faut bien qu'on se le dise. Donc on ne peut dissocier l'un de l'autre. Si M. le Président de la République avait pris la peine de se départir de sa casquette de chef de parti, nous n'en serions pas là. Cette confusion-là est savamment entretenue par lui-même depuis des décennies des décennies. Pour le reste, je voudrais dire une chose. C'est que ça n'est pas la première des cacophonies. On y assiste depuis fort longtemps. Un autre homme politique avait d'ailleurs fait de l'humour en disant que le Premier ministre n'était que le premier des ministres dont le nom était couché sur la liste. Je me demande bien encore dans cette affaire où est ce monsieur. Donc je pense qu'on va développer plus en avant. J'attends avec beaucoup d'impatience l'éclairage du professeur Louison Essomba quant à cet aspect-là aussi qui fait que ces correspondances ont pris ces parcours-là qui manifestement, si je m'en tiens à la loi rappelée par Maître Nguefa tout à l'heure, ne sont pas les chemins par lesquels elles devaient passer. Voilà, justement, docteur Louison Essomba, qu'est-ce qui devrait être fait ici lorsque le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, dit « me faire parvenir les pièces d'investigation de la haute juridiction non jointes à votre correspondance ». Et dans la correspondance du ministre d'État Ferdinand Ngongo, il dit bien « je fais joindre thermocopie du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême ». Ça veut dire d'abord d'emblée que le ministre de la Justice n'a pas reçu
la souche, ou du moins le rapport venant de la Chambre des comptes. Oui. Et vous savez, dans cette posture-là, qu'est-ce qui se passe de manière technique? Lorsque la Chambre des comptes a fait son audit, sa certification d'audit, cette Chambre renvoie cette certification auprès du procureur général près de la Cour suprême. Est-ce que le président doit avoir une copie, comme dit Charles? Oui, bien entendu. Le président doit avoir bien entendu, mais la Ouais. procédure voudrait que on passe par le procureur général. En l'état actuel des choses, le procureur n'a pas de copie. Sinon, le ministre d'État Laurent Hisso... Écoutez, en réalité, Oui. puisque le procureur général est sous les ordres du ministre de la Justice, Oui. donc en réalité, tout rapport qui sortirait de la Chambre des comptes, le ministre d'État, le ministre de la Justice devrait normalement avoir un rapport. Et puisque l'initiative, justement, de cette mise en œuvre est partie de la présidente de la République, la présidente doit, elle aussi, avoir un autre rapport. Alors, ce qu'il faut préciser, Serge Alorotou, vous savez, le pouvoir exécutif est structuré autour de deux organes. Il y a l'organe présidentiel qui est coiffé par le président de la République et l'autre organe qui est gouvernemental, qui a à sa tête le chef du gouvernement. Alors, quand vous prenez bien les deux, on vous dit ceci, que le président de la République, chef de l'État, en vertu de l'article 5, conçoit la politique générale de la nation. Et l'article 11 de la loi fondamentale du 18 janvier 1996 précise clairement que le gouvernement en est chargé de sa mise en œuvre. Alors, quand vous prenez donc les dispositions, vous vous rendez compte que par rapport à l'affaire Kiné, et ça, j'en profite pour faire une précision exacte, le ministre secrétaire général de la présidence de la République est un membre du gouvernement. Oui. À la seule différence qu'il travaille auprès du président de la République. Ça, c'est une position fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont toujours estimé que le ministre secrétaire général ne fait pas partie. Non, il fait partie du gouvernement. Ce n'est pas un rouage. Bien entendu, ce n'est pas un rouage constitutionnel, mais c'est un rouage administratif. Et quand on parle, vous prenez l'article 10, alinéa 1, et surtout 10, alinéa 2, vous vous rendez compte que les ministres délégués, les ministres d'État, les ministres font partie du gouvernement. Et le secrétaire général de la présidence de la République, c'est une précision d'État, est un membre du gouvernement, mais à la différence qu'il travaille à côté du président de la République. Alors, cela étant dit, Sao, ce que je voudrais indiquer tout à l'heure, c'est quoi? C'est que quand vous regardez le fonctionnement de notre gouvernement, qui est en réalité structuré autour de deux principes fondamentaux, le principe de solidarité et le principe de collégialité. Cela veut dire que cela emporte dans les deux principes, apporte donc la cohésion gouvernementale. Et dès lors, cette cohésion gouvernementale est assurée sur le plan, j'allais dire, horizontal par le Premier ministre chef du gouvernement et sur le plan vertical par le secrétaire général, disons, de la présidence de la République, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Alors, quand un tel problème est, ça veut dire tout simplement que le ministre de la Justice, parce que je dois faire un autre rappel, notre gouvernement, en fait, est divisé en deux. Il y a des ministères qui dépendent de l'autorité directe du président de la République et d'autres ministères qui relèvent de l'autorité primo-ministérielle. Et parmi justement les ministères qui relèvent de l'autorité primo-ministérielle, il y a le ministère de la Justice. Ça veut donc dire que dans le cas d'espèce, pour une correspondance qui parle de la Chambre des comptes, normalement, la voie idéale serait que le ministre de la Justice, avant même qu'on envoie à la présidence, même si c'est elle qui a initié, le ministre de la Justice devrait avoir copie du rapport fait par la Chambre des comptes. Alors, si c'est le ministre de la Justice qui vient maintenant solliciter la demande de la souche du rapport de la Chambre des comptes sur le plan formel, sur le plan procédural, il y a un véritable problème qui met en œuvre la question que vous avez soulevée au fond. C'est d'un profond malaise. Et le profond malaise, je vais répondre, développer sur quelques éléments développés par Charles Ndikam. Vous convenez aujourd'hui que le président de la République s'est souvent comporté doublement face au gouvernement. Quand ça devient difficile, il utilise un gouvernement de sanctions pour préparer un gouvernement de mission. C'est-à-dire qu'un gouvernement de mission qui viendra en réalité non seulement faire preuve de cohésion gouvernementale, mais aussi répondre aux besoins qui minent et qui dérangent les populations. Alors, dans le cas de l'espèce, on se rend bien compte que si il y a cette telle cacophonie qui parle déjà du Premier ministre, vous avez vu, on a eu ici un Premier ministre qui a dit que toutes les questions seront abordées sans tabou. Mais un autre ministre est venu lui rappeler que non, toutes les questions ne seront pas abordées. Celle qui touche la forme de l'État n'y sera pas.
on a vu un Premier ministre qui a indiqué que, en réalité, la vaccination sera volontaire. Mais un autre ministre est venu lui dire non, cette vaccination sera obligatoire. Donc cette cacophonie gouvernementale ne rassure pas les Camerounais. Et comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit la dernière fois ici, que si en réalité on ne peut pas changer les uns par les uns, les événements, il faut pouvoir compter sur les événements et le temps pour le faire. Et même aussi, ça rejoint la belle citation de Mikhail Gorbatchev que vous avez non, à la fin, vous allez nous sortir ça. Pour la fin, oui, d'abord, oui, Serge Alain, à mon ami Charles Elisant, oui. Bon retour. Je sais qu'il souffre du fil de l'histoire qu'il a perdu depuis qu'il boycottait cette chaîne. Pour l'histoire et pour nous remémorer, souvenez-vous que vous avez organisé une émission ici où nous avons épluché les institutions qui ont manipulé l'argent du Covid. On en avait au moins 25. Ce souvenir fait, il faut que nous retenions que la Chambre des comptes n'est pas un service ni de la présidence de la République, encore moins au ministère de la Justice. C'est pas parce qu'on a mis le mot chambre, c'est parce que le gouvernement camerounais ou bien le pouvoir camerounais, il aime tricher. C'est une juridiction, comme le TCS, comme la Cour suprême. Ce n'est pas le mot chambre qui doit déranger ceux qui ne savent pas. Comment ça fonctionne? On parle de Cour des comptes. Cour des comptes. Ce débat, c'est ailleurs. D'accord. C'est le grand frère dit qu'on doit être didactique. Voilà. Moi, je parle pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, comment ça fonctionne à la Chambre des comptes? Des 25 qui ont manipulé de l'argent, lorsque la Chambre des comptes est saisie, chaque structure des 25 qui ont manipulé l'argent, chacun vient justifier sa gestion à la Chambre des comptes. C'est-à-dire les justificatifs, c'est ce que dans la correspondance, ils appellent les documents justificatifs. C'est après avoir épluché, analysé, interrogé, confronté ces justificatifs qu'un rapport est rédigé. La question bête qu'on doit se poser, c'est où vont les justificatifs après la rédaction du rapport? Alors, mon ami Elisan, à la Chambre des comptes, il y a ce qu'on appelle le service du greffe. Au service du greffe, il y a une chambre qu'on appelle la chambre des archives. Les archives, donc, ça constitue les archives parce que le rapport a été dressé. Ces archives sont conservées à la Chambre des comptes. Pris en torche, le ministre demande au secrétaire général de lui donner copie de ces archives qui sont stockées à la Chambre des comptes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la décence de savoir que les résidus ne se retrouvent pas à la Chambre, à la présidence de la République, mais c'est aux archives à la Chambre des comptes. Ne devrait pas. 2. Vous confondez le rapport, c'est-à-dire en réalité, vous ne savez pas le rapport, c'est la décision rendue par la Chambre des comptes qui dit que voilà les fauteurs de tout. Voilà ceux qui ont joué avec l'argent du peuple. Voilà ceux qui ont empêché les gens de se soigner vite du Covid. Voici comment ils ont détourné. Le document dans lequel la Chambre des comptes constate tout cela s'appelle le rapport. En réalité, c'est sa décision. Vous verrez que quand ça attrape certaines personnes, la Chambre des comptes dit on les met en débat. Et ils se battent pour rembourser ou bien pour être poursuivis. Lorsqu'ils sont poursuivis, pour être acquittés. Dans l'intervalle, les archives sont à la Chambre des comptes. Or, aujourd'hui, le ministre de la Justice a déjà reçu le rapport par la voie qui n'est pas normale. Parce que le rapport, lorsqu'il dénote les infractions, la loi dit que la personne qui reçoit s'appelle Monsieur le procureur général près la Cour suprême. C'est la loi. Ce qui va nous sauver, c'est la loi. Ce ne sont pas les accointances avec le pouvoir. Or, au lieu de réclamer au procureur général le rapport, on réclame au président de la République qui remettra une thermocopie, c'est-à-dire un semblant de l'original. Tout le monde sait ce qui va se passer. En plus, on lui dit de remettre les documents justificatifs. Non. Si on avait suivi la voie normale, Elisan,
le procureur général, près la Cour suprême, devait écrire au greffe de la Chambre des comptes, dupliquez-moi toutes les pièces justificatives. Aujourd'hui, la loi est claire. Il y a ce qu'on appelle, ça s'appelle la reproduction du dossier de procédure, en autant d'exemplaires qu'on aura besoin, pour qu'on soit fidèle, pour qu'on soit sûr que les pièces qu'on donne, d'autres n'ont pas disparu, entre les couloirs, les chambres, les voitures, les secrétariats et autres. Parce que le greffier qui va dupliquer, il va prendre la peine de faire ce qu'on appelle coter, lister, paraffer, ensuite liasser. C'est-à-dire la liasse qui va chez le premier juge, on sait que c'est la même liasse qui ira chez le second juge, on connaît le nombre de pièces. Or, lorsqu'on dit qu'envoyer les pièces, l'homme du RDPC que vous êtes, c'est on va porter un carton avec du n'importe quoi à l'intérieur et envoyer, on ira faire le tri. Non. Si vous ne connaissez pas le milieu judiciaire, c'est cela. J'ai plaidé pendant longtemps devant cette chambre que je n'aime pas prononcer parce que ce n'est pas une chambre, c'est une cour. C'est parce que ça fonctionne mal qu'on esquive le mot cour. C'est parce qu'on ne veut pas lui restituer tous ses pouvoirs qu'on esquive le mot cour. C'est la Cour des comptes. Okay. Ce n'est pas la Chambre. Elisan. Charles Elisan, vous semblez tout à l'heure indexer les personnes qui se trouvent dans les différents cabinets pour ceux qui mettent ces documents très très sensibles sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça ne répond pas à la question principale ce soir? Est-ce qu'il n'y a pas, ça ne traduit pas un profond malaise dans le gouvernement? Cet échange épistolaire entre ces deux membres du gouvernement. Je vous répondrai en 3 secondes. Je vais vous répondre en disant à M. Augustin Gueffa que le secrétaire général de la présidence de la République, entre mythe, réalité, écrit par Jean-Marie Atanmebara, je vous conseille de lire ce livre. Je vous le conseille vivement. Laissez-moi parler. Vous l'avez vu, mais la personne m'a dédicacé. Si vous voulez, je peux vous prêter pour lecture. Vous avez fini? C'est terminé. C'est bon, voilà. Deuxième chose que je vais vous faire comprendre, votre rancœur que vous avez envers le RDPC, ou à chaque parole que vous prenez, vous parlez du RDPC. Vous avez tout à l'heure que j'ai boycotté quoi. Je ne vais pas rentrer dans la gadoue. Pour moi, c'est un détail. J'avance. Je ne suis pas venu pour faire plaisir à votre bande cybernétique qui vous écoute ce soir. Je suis venu transmettre un message aux Camerounais et apprendre des autres. Je ne suis pas dans un juste level avec vous. Maintenant, je voulais vous faire comprendre que la Chambre des comptes dont vous parlez, pour qu'elle devienne la Cour des comptes, vous qui arpentez ces milieux, ce n'est pas vous, Augustin Gueffa, qui décidez. Il faut que vous le compreniez à la fin, que l'État ne se décide pas dans les studios de télé, dans les radios ou dans la rue. Il y a des mécanismes pour mettre en place une institution, ou alors les mêmes mécanismes ont prévu des mécanismes, permettez-moi le pléonasme, pour changer ces chambres. C'est tout. Il n'y avait pas de conseil constitutionnel avant, on en a un aujourd'hui. Donc la vie est un construit permanent. Si vous avez une querelle critique envers la Cour des comptes, ou la Chambre des comptes, la Chambre qui doit être une cour, qui ne fonctionne pas bien, ça c'est votre problème. Sincèrement, c'est votre problème. Maintenant, prof, quand la Chambre des comptes a fini de faire son rapport sur les utilisateurs des fonds souverains, et que cette Chambre transmet le rapport au procureur de la République, est-ce que ça veut pour autant dire que la présomption d'innocence est enlevée? Il n'y a pas un autre procès qui s'ensuit? Ou alors c'est que le fait que la Chambre des comptes ait dit Monsieur Luisin Sumba, je sais pas, les pièces comptables qu'il a fournies, on appelle ça pièces comptables, les pièces comptables qu'il a fournies de l'utilisation de l'argent qu'on lui a remis ne sont pas très claires. Est-ce que ça veut pourtant dire qu'il est condamné ipso facto? Non, il n'y a pas pour ça que ça suit. Pas du tout. Voilà. Il y a d'abord une décision provisoire, après il y a le principe du contradictoire. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais. Parce que Maître Guizet va nous faire comprendre aux gens que tous les membres du gouvernement et autres assimilés qui ont eu à utiliser cet argent, d'après le rapport de la Chambre des comptes, sont ipso facto condamnés et condamnables. C'est ce que vous n'avez pas dit. Et c'est ce que vous devez dire, vous, l'avocat. Vous qui manipulez le droit à longueur de journée, c'est ce que vous devez dire aux Camerounais qui nous suivent. Deuxième chose, j'ai appris aujourd'hui, et je veux apprendre, que le secrétaire général de la présidence coordonne l'action gouvernementale au niveau de la présidence. Il est ministre d'État, il a plutôt rang de ministre d'État et n'est pas plutôt membre du gouvernement.
Il a plutôt rang de ministre d'État. Ça, on avance. Troisième chose, je voudrais dire aussi que, Serge Alain, vous savez, il est très difficile aujourd'hui de gérer les institutions sans gérer les hommes qui les constituent. On ne peut pas. C'est parce qu'on a toujours envie de singulariser humainement les gens qui animent les institutions, qui font en sorte que on est dans ce genre de brouhaha. Si Augustin avait vraiment lu le livre à Taneba, il dit in fine que tout ce que j'écris dans ce livre, avec le ton ironique et tout, c'est pour que les institutions qui sont animées par les hommes, que ces hommes comprennent que les institutions doivent être au-dessus de nous et que les rapports humains qu'il y a entre les uns et les autres ne doivent pas supplanter le rôle que nous devons faire, c'est-à-dire faire le bien-être aux populations et servir l'État à travers celui qui nous a donné le décret de nomination. En clair, je voudrais dire que M. Laurent Esso, qui demande la souche à Ferdinand Ngongo, a déjà cette souche. Lui, en tant que ministre de la Justice, il l'a déjà. Parce qu'une autre question, prof, le procureur appartient au pouvoir exécutif, au pouvoir judiciaire. Non, mais c'est le pouvoir judiciaire. Le procureur. Oui. Oui, allez-y, continuez, Charles. Ok. Pouvoir judiciaire. Merci. Vous dites que le ministre d'État a déjà une copie. Sauf que j'ai l'impression, et là c'est ma lecture, que le ministre Laurent Esso, qui a été par ailleurs secrétaire général à la présidence, a voulu passer un message subliminal à M. Ngongo en lui disant que quand vous m'envoyez un document pareil, de vous fournir ceci et cela, mettez tous les documents qui doivent accompagner la note. Pour la bonne administration de la justice. Tout à fait, même si je l'ai déjà. Je ne l'ai pas eu par vous. C'est pas ça que je comprends. C'est-à-dire, il lui fait comprendre que monsieur le secrétaire général de la présidence, je vais m'y mettre, mais donnez-moi tous les éléments. Et le rapport, c'est aussi notre manière formelle de savoir si la Chambre des comptes a envoyé le rapport à la présidence et non au procureur auprès de cette cour. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mes propos que nous qui faisons la politique depuis, qui ne sommes pas arrivés en 2017, pour supporter un frère ou un ami, c'est pas moi quoi, on ne lit pas les notes administratives comme ça, à la volée. On les lit de manière transversale. Quand un monsieur comme Laurent Esso écrit, quand un monsieur comme Ngongo écrit, faisons attention aux termes qu'ils utilisent. Et à la fin, pour répondre à votre question, c'est alors tout le monde sait, même mon fils de 10 ans qui est à la maison sait qu'à tout moment, il peut avoir basculement du pouvoir. Ça veut dire que tous ceux qui sont aujourd'hui à la charge et dans notre parti, nous qui avons la charge de diriger de manière un peu supra le pouvoir, au niveau législatif, au niveau municipal et tout, il y a des clans qui sont formés. Il faut le dire. Et maintenant, vous avez chacun... c'est nouveau, là. Non, c'est pas nouveau. C'est nouveau. Venant de vous. Non, venant de vous, Charles. C'est nouveau. Voilà. Est-ce que je ne suis pas un être humain qui pense que j'ai été président de sous-section, le renouvellement arrive, je suis président de section. Il y en a qui veulent être président de section. Il y en a qui veulent me remplacer là-dessus-là. Qui prient même qu'on lance le renouvellement pour que Zang dégage. Il y en a qui veulent que Malapa dégage, qui veulent que Jean Couette dégage. Il y en a qui veulent que Paul Biya dégage. Et oui. Et ils sont dans le parti et chacun use de ses moyens qu'il estime être à sa portée pour envoyer à la Belgique populaire tout ce qu'il y a comme document administratif. Les rédactions des documents entre le secrétaire général et le président depuis les indépendances avec les ministres, ça a toujours existé. Mais cette fois-ci, c'est plus accru, c'est plus accru parce qu'il y a un nouvel acteur qui est sur le terrain. La communication a pris une autre phase dans les joutes politiques actuelles. Faisons avec. Mais ce n'est pas tous les documents qui sortent, hein. Il faut le reconnaître. Le document que Ngongo écrit à Laurent Esso se trouve dehors. Il y a quelques documents qu'il faut cacher. Non, je dis, il faut quand même reconnaître qu'il y a des documents qui ne sont pas là. Ça veut dire que choisir ce qu'il veut envoyer dehors. Comme ce rapport, pourquoi ce rapport n'est pas dehors? Mais maintenant, il va venir faire comprendre que le rapport est aux archives. Est-ce que les archives sont consultables par tout le monde? Que celui qui veut aller aux archives veut consulter les rapports, c'est tout. Si maintenant il va nous faire comprendre que le rapport est aux archives, auprès du greffe, c'est pas moi qui. N'importe qui peut aller là-bas demain récupérer le rapport, puisque le rapport est rendu public. C'est clair. C'est un peu comme quand on fait les conseils municipaux. C'est public et le rapport est déposé auprès du secrétaire général. Celui qui veut le récupérer va le récupérer. Donc, le rapport n'est pas c'est pas la loi de l'Ométa, ce n'est pas un secret. Le rapport est là et il est à la disposition de tout le monde. Okay. Pour terminer, mon beau Charles, nul ne peut se prévaloir à ses propres turpitudes.
Si nous voulons faire la politique autrement, qui sont vos termes, il faut qu'on surpasse certaines choses. J'estime que c'est malsain de parler des rapports entre Ngongo, Laurent Esso, entre le secrétaire général de la présidence et le ministère de la Justice, la Cour des comptes et tout, et qu'on parle toujours du RDPC. Si ça vous arrange, je vous dirai aussi que le patron de votre parti était candidat à l'élection présidentielle. Il pouvait dire qu'il n'est pas président national et se porter candidat en tant que militant simple. Vous savez, le tabouret ne se moque pas du menuisier. C'est pas possible. Charles Ndikam, justement, est-ce que tout ça ne traduit pas l'absence de cohésion? Je veux qu'on réponde à cette question. Oui, je voudrais déjà interroger les membres de ce panel pour savoir si la chute de M. Zong correspond à quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Le parallèle qu'il fait entre Maurice Kamto et le président Biya, président du RDPC. Vraiment, je ne vois pas le parallèle. Maintenant, oui, il est président du MRC. Oui, en tant que choisi comme militant du MRC pour le représenter. Paul Biya a été choisi comme militant du RDPC. Oui, maintenant donc il est président de la République, il aurait pu faire comme dans de nombreux autres endroits, se départir de sa casquette de président de parti. Voilà, très bien. Au regard de ce qui se passe là, il y a un problème dans le gouvernement. Puisque Maurice Kamto a été évoqué, je voudrais rappeler qu'il a eu à faire une sortie il y a quelque temps déjà à ce sujet, demandant à une certaine cour de constater la vacance du pouvoir. Certains l'ont pris à ce moment-là comme une blague, mais je veux dire, les exemples se multiplient à raison pour en arriver à cette conclusion que on se demande qui tient le gouvernail si jamais il y a gouvernail et par qui il est tenu. Je voudrais aussi dire qu'au-delà des réseaux sociaux, le choix de ces documents qui sont mis, comment dirais-je, à la connaissance du public, très souvent ces documents-là sont repris par des gens qui font partie de ces organisations, de ces ministères, mais qui au sein de ces propres structures ne comprennent plus, ne sont plus d'accord avec la manière dont les choses sont menées. Ça veut dire que le ver est dans le fruit. Bon, quand on est arrivé à ce constat que aujourd'hui vous semblez partager, et je ne serais pas venu pour rien ce soir, je constate qu'il y a eu évolution dans vos positions. Si vous constatez aujourd'hui que tout le monde est en attente et que tout le monde est sur les starting blocks, quand on constate aussi les effets collatéraux que cela a sur la marche quotidienne des affaires de l'État, quand on constate que ceux-là qui ont la charge de diriger ce pays sont en parfaite inadéquation avec ces nouveaux moyens que sont les réseaux sociaux, etc. Non, ils ne sont pas. Je ne vais pas rappeler ce ministre-là qui se trompe dans les gigas, etc. et qu'on a promu ministre d'État pour le féliciter de sa bêtise. Mais ce que je voudrais dire... Donc avançons. Ce que je voudrais dire, c'est que à un moment donné, par patriotisme, puisque c'est un mot qui est tant aimé par les vôtres, par patriotisme, par amour de son pays, et en privilégiant l'intérêt supérieur des Camerounais. Quand on ne peut plus, il faut savoir remettre la balle au centre et dire vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça a duré 40 ans, mais manifestement aujourd'hui, je n'ai plus les moyens de ma politique. Remettons la balle au centre pour que ceux qui seront les plus en même de le faire puissent le faire. Malheureusement, je dis, nous ne sommes pas prêts de ne plus voir ce type d'événements et ils ne feront que se multiplier. Et ça a été dit, la trajectoire de ce rapport est connue, et en tout cas est balisée par la loi. Oui. La loi n'a encore pas été respectée. C'est un constat sur lequel nous devons être tous d'accord ce soir. La loi a été bafouée. Et c'est un... Elle a été bafouée en ce sens que le premier destinataire de ce rapport, la Chambre des comptes, elle a fait son travail. Elle a fait son travail. Elle devait remettre le document au procureur. Qu'est-ce que vous en savez? Après la Cour suprême. Mais nous ne devrions pas être dans le doute. Pourquoi? Non, nous ne devrions pas être dans le doute, Charles. C'est toi qui vas dans le doute, Charles. Alors, vous êtes-vous en mesure d'affirmer ce soir que le procureur est en possession de ces documents? Le procureur qui travaille avec Laurent Esso. Oui. Lequel Laurent Esso, lui, demande encore à quelqu'un d'autre de l'extérieur de lui amener. Quand on parlait de subtilité, compris mon développement. Oui, non, c'était justement un message subliminal. Non, mais il faut que ça arrête d'être subliminal. Pourquoi? Non, subliminal, la manière dont vous appréhendez le subliminal n'est pas la même que la mienne. Le procureur, la loi est subliminale. Est-ce que la loi est subliminale? Non, elle ne l'est pas.
Elle est précise. Elle est précise et concise. La loi, non. Bon, arrêtons de jouer avec les mots. Je pense que les juristes qui sont sur ce plateau nous ont suffisamment éclairés pour qu'on se rende compte d'une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que ces membres du gouvernement se donnent en spectacle. Ils se donnent en spectacle. Point. Voilà, justement. Et je voudrais terminer. Le premier des ministres se tient bien à l'écart. Voilà, justement, d'abord, Dr Louison Issamba, comme il a dit, ce spectacle-là, est-ce qu'on ne pouvait pas arranger ça au niveau de cet organe qui manque tant, c'est-à-dire le Conseil des ministres? À quoi sert-il finalement le Conseil? Bien entendu. Le dernier s'est tenu le 16 janvier 2019. C'est-à-dire après le gouvernement Diangouté. En vertu des dispositions de la loi, le Conseil des ministres doit se tenir une fois chaque année. C'est-à-dire qu'une fois là. Oui. Pour justement coordonner toutes les activités possibles du gouvernement. Et au Cameroun, une fois par an. Oui. La loi. C'est-à-dire que c'est ce que dispose la loi. Oui. Au moins une fois là. Alors, la question que vous posez, Serge Aloltou, échange épistolaire à membres du gouvernement. Je voudrais revenir sur le chef de ce gouvernement. Parce qu'en réalité, toutes ces cacophonies partent de là. Tout simplement parce que les dispositions constitutionnelles, à mon sens, ne sont pas respectées. Je convoque ici l'article 10 alinéa 1 qui est clair. Le président de la République nomme les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Alors, on se rend compte sur le terrain de la pratique, c'est un nombre de réalités, une réalité qui transparaît. C'est que, à peine on venait de nommer le Premier ministre, que tout de suite, plus tard, on laisse juste une bouffée d'oxygène aux journalistes de boire un peu d'eau et de revenir lire les autres membres du gouvernement. Je crois que sur le plan psychologique, il y a quelque chose qui ne va pas. Faisons un peu comme au Bénin et même en France, on a vu avec Jean Castex et Castex bien entendu. Faisons semblant de consulter. Ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire est clair. Vous allez comprendre d'où partent les problèmes. Alors ça part de quoi? Du fait que psychologiquement les ministres se rendent compte que le Premier ministre ne participe à rien à leur nomination. Et par là, ils peuvent donc avoir des attitudes irrévérencieuses vis-à-vis du Premier ministre qui, en réalité, se trouve donc, comme l'autre disait, le premier des ministres, ou si vous voulez, le premier d'entre ses pairs. Or, le Premier ministre, en réalité, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est à dessein, en précisant que le ministère de la Justice est un ministère rattaché sous l'autorité du Premier ministre et non du président de la République. C'est pourquoi tout à l'heure, je réponds à la question de pour dire que non, c'est un ministère qui n'est pas rattaché à l'exécutif, mais qui est rattaché au pouvoir judiciaire. Le procureur dépend de quel pouvoir? Le procureur dépend du pouvoir judiciaire. Permettez. Il n'exécute pas la loi. Docteur, il n'exécute pas la loi. On va y revenir, c'est promis. Parce qu'il est là, Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. Nous vous présentons une enquête inédite sur le monnayage des tests Covid et la corruption observée autour. Vous le savez, officiellement, les tests Covid sont gratuits, mais des Camerounais qui désirent se rendre à l'étranger peuvent débourser jusqu'à 100 000 francs CFA pour obtenir ce test sans l'avoir véritablement effectué. Enquête exclusive à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'un conflit observé dans l'arrondissement de Loum. Le maire qui mène des travaux d'assainissement de sa municipalité rencontre la désapprobation des populations qui déplorent l'accaparement de leurs terres et des procédures de démolition non conformes à leur réalité. Qu'en est-il réellement? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Vous savez, l'ensemble national du Cameroun, constitué des acteurs du théâtre, du ballet national et de l'orchestre national, ils sont nombreux à avoir été licenciés depuis près d'un an sans qu'ils ne voient leurs droits être payés. Ils ont décidé de manifester leur colère devant le ministère de la Culture. Quelles sont les causes de cette restructuration et mise à l'écart de nombreux Camerounais qui faisaient la fierté de l'ensemble national? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, dont le 20h de Cédric Nouffelé. Mais avant cela, une page de publicité. Lucie adore le soleil. Pour elle, il n'y a pas de vie sans musique. Ibrahim est un ambitieux.